Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation sur comment bien planifier votre réseau d'air comprimé. Je m'appelle André Jolicoeur, je suis responsable du support technique chez TopRing et je suis accompagné de mon collègue Hugo. Merci André. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Gagné, je suis conseiller aux ventes chez TopRing. Aujourd'hui, nous allons parler d'éléments importants à considérer dans votre réseau, entre autres les matériaux et les situations dans lesquelles un réseau en aluminium s'avère le meilleur choix. Nous allons aussi survoler les étapes de conception et l'importance de bien planifier son réseau d'air. Et pour finir, nous verrons quels sont les avantages de la gamme TopRing PPS et comment ce système peut rendre votre réseau encore plus efficace. Quand on parle des matériaux conventionnels qui sont utilisés pour les réseaux d'air comprimé, l'acier est souvent le premier qui nous vient en tête, que ce soit de l'acier noir ou de l'acier galvanisé. L'acier est utilisé depuis longtemps et continue de l'être dû au prix économique du matériau. Cependant, c'est un matériau qui possède de nombreux inconvénients. L'un des plus importants est le fait que l'acier s'oxyde ou rouille. Ce phénomène va engendrer deux problèmes. Le premier est que la surface intérieure va devenir très rugueuse et causer des pertes de pression et de la turbulence. L'autre problème est que la rouille va se détacher et former des particules qui viennent contaminer le réseau en entier. Dans le cas de l'acier galvanisé, l'oxydation est plus lente, mais elle est tout de même inévitable. Les tubes sont galvanisés à chaud dès qu'ils sont neufs. De ce fait, ils sont très rugueux à l'intérieur, ce qui diminue leur performance. Aussi, un des pires inconvénients de l'acier est son poids. On sait qu'un tube en acier est lourd et demande beaucoup de main-d'œuvre lors de l'installation. Installation qui peut devenir longue et complexe parce que pour chaque raccord, on doit couper le tube et faire au moins 2 filetages. Ça rend aussi le système difficile à modifier par la suite. André, n'oublions pas que le filetage implique également d'utiliser de l'huile de coupe qui finira par contaminer le système. Effectivement, Hugo, c'est un contaminant qui peut engendrer des problèmes dans le réseau. Un autre défaut des tubes d'acier, en général, est que le système de vissage avec Solan est la méthode la moins étanche qui existe dans l'industrie. Ce qui veut dire qu'on a continuellement des fuites, et qui dit fuite, dit augmentation des coûts d'opération. Deux autres matériaux utilisés dans la construction de réseaux sont le cuivre et l'acier inoxydable. Le cuivre est un matériau toujours fortement utilisé dans le domaine des gaz médicaux. Pourquoi? Eh bien, parce que certaines industries pharmaceutiques l'exigent encore, et dans beaucoup de cas, c'est le seul matériau qui satisfait leurs normes. Par contre, c'est un matériau dont on aimerait se passer. Le cuivre est beaucoup plus dispendieux que l'acier, il est aussi lourd à manipuler, et son plus grand inconvénient est que son raccordement nécessite de la soudure. Ça se traduit par un chantier avec une certaine complexité et des mesures de sécurité importantes. Finalement, les connexions soudées rendent les modifications de ce type de réseau difficiles. Un autre matériau, qu'on peut même qualifier de marginal, c'est l'acier inoxydable. Théoriquement, l'acier inoxydable est un matériau séduisant parce qu'il résiste à beaucoup de choses. Cependant, en pratique, il est lourd, il est très coûteux et encore plus difficile à fileter que l'acier noir. On se rend compte la plupart du temps que même dans les industries où il y a des produits chimiques comme dans les papetières, on n'a pas forcément besoin d'utiliser l'acier inoxydable. La grande majorité du temps, on peut fonctionner avec une tuyauterie beaucoup plus économique. Donc, en théorie, c'est un bon choix de matériau, mais en réalité, on ne s'en sert pas souvent. Et finalement, l'aluminium. Ce matériau a été introduit dans le marché il y a quelques années dû à une baisse des coûts de la matière première. On a constaté que l'aluminium avait beaucoup d'avantages et qu'il était également abordable. Contrairement aux autres systèmes, l'aluminium est très simple à installer. De par sa légèreté, celui-ci est beaucoup plus facile à transporter et à monter au plafond pour l'installation. Question de mettre en perspective ce que Hugo vient de mentionner. Un tube en aluminium est de 3 à 4 fois plus léger qu'un tube en acier équivalent. Concrètement, dans la plupart des cas, on a besoin de 2 installateurs dans une nacelle pour installer un tube en acier, alors qu'on peut fonctionner avec une seule personne pour un tube en aluminium. Exactement. Une grande économie de temps et de main-d'œuvre qui a un impact majeur sur le coût et l'échéance du projet. On a vu précédemment avec l'acier que son fini rugueux crée de la turbulence. Quant à eux, les tubes en aluminium sont lisses, ce qui réduit les pertes de pression dans le réseau. Aussi, le fait que l'aluminium ne rouille pas élimine tout problème relié à l'oxydation.
Et finalement, contrairement à tous les autres matériaux, l'aluminium ne nécessite aucun filetage ni soudure, et sa méthode d'installation assure une étanchéité optimale. Lorsqu'on compare les coûts dans leur ensemble, non seulement pour l'achat et l'installation, mais aussi pour l'opération et la maintenance d'un réseau en acier et en aluminium, on s'aperçoit que l'aluminium est plus économique. Certaines personnes nous disent parfois que l'acier est moins cher. J'aimerais attirer votre attention sur cette partie du graphique. Bien que le coût des matériaux soit inférieur pour l'acier vissé, lorsqu'on inclut les frais d'installation, le réseau installé en aluminium est plus économique. Donc, dès la journée où on complète l'installation du réseau, avant même de l'avoir utilisé, l'aluminium est déjà moins cher que l'acier. Passons maintenant à la deuxième grande partie de notre formation, c'est-à-dire comment bien planifier un réseau d'air comprimé. La première étape de votre planification est de déterminer la nature et l'emplacement des postes de travail. Prenons l'exemple d'une municipalité qui planifie la construction d'un aqueduc. Elle doit savoir où sont les rues et les maisons pour acheminer la bonne quantité d'eau au bon endroit. C'est le même principe avec un réseau d'air. La toute première chose est de savoir où sera situé chaque poste de travail et quel débit d'air y sera utilisé. D'autres points importants à considérer sont les dimensions de l'immeuble, l'emplacement du réseau et de la salle de compresseur, le nombre d'étages ainsi que les possibilités d'agrandissement futur. Ce n'est pas toujours pris en considération en début de projet et ça peut avoir un impact majeur sur la performance de votre réseau. Effectivement, c'est souvent une étape oubliée. Nous allons vous montrer dans quelques instants comment vous pouvez tenir compte à l'avance des agrandissements futurs. La prochaine étape serait d'estimer les besoins en air selon les applications. La première chose à considérer est le nombre et le type d'équipement pneumatique que vous utiliserez à chaque poste, ainsi que leur consommation d'air. Certains outils, comme les clés à impact, utilisent beaucoup d'air par intermittence, alors que d'autres, comme les fusils à peinture, utilisent l'air de façon prolongée. Ainsi, pour calculer la consommation réelle d'un équipement, vous devez estimer le pourcentage du temps pendant lequel il consomme de l'air. Par exemple, vous avez une clé à impact de 1/2 pouce qui consomme 30 SCFM. Si cette clé est utilisée 10 du temps, elle consomme en moyenne 3 SCFM. Répétez ce calcul pour chacun des équipements. Utilisez ensuite vos résultats pour calculer la consommation de chaque sous-section et du réseau en entier. Il arrive que plusieurs personnes tirent l'air en même temps et on veut éviter de subir une baisse de pression excessive. Par prudence, vous devriez toujours ajouter une marge de sécurité de 25 à 50 % sur la somme des consommations. En plus du volume, un autre aspect à considérer est la qualité d'air requise. Il est recommandé de traiter l'air avec des filtres, des sécheurs et des séparateurs d'eau à partir de la salle des compresseurs. C'est aussi possible de le faire au niveau des postes de travail individuels avec des filtres régulateurs, lubrificateurs et des sécheurs modulaires. Posez-vous la question suivante: quelle est la qualité d'air dont j'ai besoin à chaque poste? Vous devez fournir pour votre réseau une qualité d'air satisfaisante pour la plupart des postes. Par la suite, certains départements et postes auront besoin d'une meilleure qualité d'air. Dans certains cas, les conditions de l'environnement de travail devront être prises en compte. Par exemple, dans un congélateur, l'air doit être très sec pour éviter de créer de la glace. Dans cette situation, vous pourriez ajouter un sécheur d'air supplémentaire au point d'utilisation afin de contrer cet effet. Donc, vous avez besoin de savoir quelle est la température de l'environnement dans lequel les gens travaillent. Finalement, au niveau des compresseurs, vous devez savoir quelle est la puissance, la capacité et l'emplacement de votre compresseur actuel ou futur. Vous utiliserez parfois plus d'air que votre compresseur n'en fournit. Il est donc important d'avoir au moins un réservoir et vous pourriez avoir besoin de réservoirs auxiliaires à des points éloignés de votre réseau. Maintenant, parlons configuration. Vous avez peut-être déjà vu des réseaux qui sont configurés ainsi. Chez Topring, nous aimons appeler cette configuration la pieuvre. Comme vous pouvez le constater, la pieuvre est un labyrinthe de raccordements aléatoires qui s'est formé au fil des agrandissements et des ajouts de machines. Ce type de configuration comporte plusieurs rouleaux d'étranglement qui imposent des restrictions excessives au passage de l'air et qui causent de grandes pertes de pression. Malheureusement, ces réseaux sont trop répandus à l'heure actuelle dans des organisations qui ont grandi et dont la planification n'a pas été faite. André, si la pieuvre est la pire des configurations, peux-tu nous dire quelle est la meilleure? Certainement, Hugo. Lorsque c'est possible, la boucle fermée est la meilleure configuration pour votre réseau d'air.
Si vous regardez l'illustration de la boucle fermée, vous verrez que peu importe où se trouvent les descentes, il y a toujours deux sources disponibles pour les alimenter. Cette particularité de la boucle fermée offre plusieurs avantages. Le premier est que la restriction d'air est coupée de moitié. Dans certains cas, vous pourriez même vous permettre d'utiliser un réseau d'un diamètre un peu plus petit pour satisfaire le même besoin. Le deuxième avantage au niveau de la boucle est la possibilité d'isoler des sections du réseau. Il peut vous arriver d'avoir à effectuer des entretiens. En fait, il est certain que vous aurez des entretiens à faire sur votre réseau. Si vous avez pris la peine lors de la planification de scinder votre boucle en plusieurs sections avec des soupapes d'arrêt, vous serez capable d'isoler des parties limitées de votre réseau pour y effectuer l'entretien. Pendant cette période, le reste du réseau sera toujours alimenté, donc vous serez en mesure de répondre à des urgences, faire des entretiens, et ce, en ne limitant pas vos autres activités. C'est donc un bénéfice majeur de planifier son réseau en boucle fermée. Le troisième avantage, et non le moindre, c'est la possibilité d'avoir une pression uniforme dans tout votre réseau. La prochaine étape pour bien planifier votre réseau est cruciale. Celle-ci consiste à déterminer le diamètre des tubes. Pour trouver le diamètre de la ligne principale, vous devez calculer sa longueur équivalente et le débit d'air total requis. Ensuite, pour déterminer le diamètre de chaque descente, vous devez utiliser sa longueur et son débit en tant que réseau linéaire. Il existe un tableau pour vous aider à déterminer le diamètre des tubes dans un réseau en boucle fermée. À gauche, vous avez les SCFM et en haut, vous avez les pieds linéaires. Pour utiliser ce tableau, vous n'avez qu'à choisir la ligne qui correspond à votre besoin à SCFM et choisir la colonne qui correspond à la longueur totale de la boucle principale en pieds linéaires. À la jonction de votre ligne et colonne, vous trouverez votre diamètre. À noter que ces données sont recommandées par le Compressed Air and Gas Institute dans le but d'obtenir un réseau performant. André, peux-tu nous donner un exemple? On a un réseau en boucle fermée de 600 pieds linéaires sur lequel on veut ajouter 25 outils pneumatiques qui totalisent ensemble 480 SCFM. En regardant sur le tableau, on prend la colonne qui correspond à 600 pieds, soit la longueur déroulée du réseau. Par la suite, on sélectionne la ligne des 500 SCFM parce que c'est la valeur la plus proche à la hausse de notre besoin en air. Au croisement de la colonne et de la ligne, on arrive à un résultat de 50 mm pour le diamètre de notre tube. Cependant, selon le tableau, 50 mm répondra uniquement à nos besoins actuels. Dans un cas comme celui-ci, nous recommandons de sélectionner le diamètre supérieur, soit 63 mm. Il y a une excellente raison pourquoi nous recommandons de sélectionner le diamètre supérieur. Dans notre exemple, 50 mm répond uniquement aux besoins actuels et offre peu de marge de manœuvre si notre consommation augmente. La plupart des gens ont tendance à planifier pour leurs besoins immédiats et feront face à un problème lorsqu'arrivera un projet d'expansion ou que la demande en air augmentera au fil du temps. J'aimerais attirer votre attention sur cette comparaison. Dans notre exemple, on vous recommandait de prendre un tube de 63 mm au lieu de 50 mm. La raison est fort simple. Le tube de 63 mm coûte 25 % plus cher. Par contre, le gain en capacité est de 90 %. C'est donc un peu plus cher aujourd'hui, mais beaucoup moins dispendieux que d'avoir à retirer votre tuyauterie de 50 mm dans quelques années ou de venir passer une deuxième tuyauterie. Voilà pourquoi c'est une décision très éclairée de grossir d'une taille la ligne principale au moment de la planification. Il arrive parfois que le réseau principal ne puisse pas être en boucle fermée, c'est donc un réseau linéaire. On calcule son diamètre selon la même méthode, mais en utilisant le tableau pour réseau linéaire. Ce même tableau vous servira aussi pour déterminer le diamètre de vos descentes, quelle que soit la configuration du réseau principal. Une fois le diamètre déterminé, il est important de prendre en compte les variations thermiques de votre réseau. Il y a certains endroits où l'air comprimé n'a pas la même température que l'air ambiant, ce qui peut occasionner une déformation dans vos tubes. Vous devez déterminer des zones qui permettront à votre ligne d'air de se dilater et de se contracter sans contraintes excessives. André, peux-tu nous expliquer de quelle manière on peut contrôler ce phénomène? Bien sûr, Hugo.
La configuration qu'on voit le plus souvent pour absorber la dilatation est la boucle de dilatation. Elle consiste à utiliser 4 coudes pour former un U qui nous permettra de créer dans la tuyauterie ce qu'on appelle un élément élastique. Dans le cas de la gamme PPS de Top Ring, par exemple, on exige d'utiliser un élément élastique à chaque ligne continue de 50 mètres ou plus. Donc, dès que vous avez une ligne de tuyauterie qui est égale ou dépasse 50 mètres en ligne droite, il faut planifier un élément élastique comme une boucle de dilatation. Il est également important de considérer la distance minimale entre la tuyauterie et le mur. Par exemple, dans le cas où notre tuyauterie tournerait un coin, si le tube est installé trop près du mur et qu'il y a contraction, ceci désalignera la tuyauterie et affectera la connexion du tube et du raccord. Une autre variable que vous devez prendre en compte est la vibration générée par votre compresseur. La meilleure façon d'atténuer cet effet est l'utilisation d'un tuyau anti-vibration. Pour nous, ce n'est même pas un choix. C'est essentiel d'ajouter cette protection entre chaque compresseur et le début du réseau. Si vous ne suivez pas ce conseil, la tuyauterie risque de vibrer assez fort pour arracher des raccords. Passons maintenant à la planification des pentes dans votre réseau. Dans la majorité des installations, on prévoit souvent un sécheur d'air. Donc, théoriquement, on assume qu'il n'y aura pas d'eau ou de liquide dans notre réseau. Malgré tout, il est quand même bon de prévoir une étape de sécurité supplémentaire au cas où votre sécheur tombe en panne. La règle à suivre est de donner à la tuyauterie principale une pente minimale de 1%. Évidemment, si vous avez un réseau de 1000 pieds de long, créer une pente d'1% résulterait en une sérieuse dénivellation. C'est pourquoi vous n'êtes pas obligé de faire la pente en une seule section. Vous pouvez très bien la briser en plusieurs sections et mettre une descente de drainage au bas de chaque pente. Finalement, que serait une tuyauterie sans sa fixation? Il est essentiel de prévoir un nombre adéquat de supports. Tous les systèmes de tuyauterie possèdent des exigences de fixation différentes. Dans le cas de la gamme PPS de Top Ring, il est fortement recommandé d'espacer les supports d'une distance allant de 1,5 à 4 mètres en fonction de la température ambiante et du diamètre de tuyauterie utilisé, toujours en restant à un minimum de 20 cm d'un raccord ou d'une bride de dérivation. Cette règle permet d'assurer que la tuyauterie puisse glisser dans ses supports et se déplacer librement sous l'effet de la dilatation. Vous connaissez dorénavant les avantages des différents matériaux utilisés dans la conception des réseaux d'air comprimés. Vous êtes aussi mieux outillé pour entamer la planification de votre projet. Nous aimerions maintenant vous présenter le système de tuyauterie PPS de Top Ring. Étant 100% en aluminium, le système bénéficie bien évidemment de tous les avantages dont nous avons parlé précédemment dans la formation, soit anticorrosion, légèreté, un fini lisse, l'étanchéité optimale, une conception adaptable et évolutive, aucun filetage ou soudure et un coût d'installation beaucoup plus avantageux que l'acier et le cuivre. Le réseau PPS dans son ensemble offre une pression maximale d'utilisation de 232 PSI ou 16 bars et une température d'utilisation allant de moins 20 degrés Celsius à 80 degrés Celsius. La gamme de tubes PPS est offerte en 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm de diamètre. Les tubes extrudés sont faits d'un alliage en aluminium anodisé EN-AW6063. Ils sont calibrés et le processus de fabrication sans soudure permet d'obtenir une extrusion de qualité. Le revêtement des tubes est une peinture électrostatique en conformité à ROHS de couleur bleue. Chaque tube est identifié de ses spécifications et présente une ligne pointillée qui facilite l'alignement lors de l'assemblage. Le raccord PPS, quant à lui, est composé d'un corps en aluminium avec un écrou à compression. Une bague en acier inoxydable agrippe le tube et donne une grande force de rétention. Un joint lubrifié à double lobe vient assurer l'étanchéité du raccord même dans les situations difficiles. Le joint est fait de caoutchouc nitrile recouvert de PTFE. Il est chimiquement stable et ne vieillit pas facilement, donc il conservera son étanchéité à long terme. Le raccord pour le diamètre de 100 mm possède une particularité. Nous retrouvons les mêmes composantes internes, mais l'installation est différente. Plutôt que d'utiliser un écrou de serrage de grande taille, le raccord 100 mm est assemblé par 3 boulons à tête hexagonale. Aussi, dans les diamètres de 63, 80 et 100 mm, nous avons l'option de bride de raccordement universel ANSI pour connecter le réseau à un compresseur, à un sécheur ou à un réseau existant. La bride est pivotante pour s'aligner facilement lors du raccordement et elle s'adapte autant à une bride ANSI qu'à une bride DIN. Le joint lubrifié à double lobe vient assurer l'étanchéité de la connexion avec le tube.
L'étanchéité entre les brides est assurée par un joint plat à rainure concentrique en nitrile recouvert de Teflon. Finalement, l'un des éléments les plus innovants du système est la bride de dérivation PPS. Celle-ci permet d'installer une dérivation d'une façon très simple et économique. Dans un réseau d'air comprimé, il peut y avoir occasionnellement de l'eau. Dans l'éventualité où de l'eau était présente dans la ligne principale, on ne veut pas qu'elle atteigne les dérivations ou les applications. Alors, il est important de ne pas prélever l'air du bas de la canalisation, mais plutôt par le côté ou le haut. Anciennement, ce travail était fait par la technique du col de cygne. Cette technique consiste à couper la ligne, installer un T pointant vers le haut, monter de quelques pouces la dérivation, ajouter un coude pour revenir à l'horizontale, et ensuite un deuxième pour se remettre à la verticale et descendre. Donc, pour installer une seule descente d'air, on avait besoin de 3 raccords et un bon nombre d'opérations. C'était long et laborieux. La bride de dérivation PPS offre le même résultat sans avoir à effectuer toutes ces étapes. Sa géométrie intérieure prélève l'air par le côté du tube. Donc, l'eau reste dans le bas de la canalisation principale. La bride s'accroche autour du tube. Il n'est donc pas nécessaire de couper la tuyauterie pour installer une descente. C'est un avantage considérable pour la rapidité d'installation, la précision de l'alignement des descentes et pour les modifications futures. Il est possible d'avoir oublié d'installer certaines descentes, d'observer un déplacement de quelques pouces ou de simplement vouloir ajouter des postes de travail. Une vraie bénédiction pour les installateurs et les gens qui s'en servent. Un autre avantage est que la bride est très compacte, comparativement au col de cygne. Elle pointe directement le tube dans la direction souhaitée, nul besoin de prévoir un dégagement de quelques pouces en haut de la canalisation. Finalement, les brides sont excellentes si vous souhaitez créer une branche intermédiaire horizontale sur votre réseau principal. Ceci résume tous les avantages de nos tubes, raccords et brides, sans compter l'apparence en général du réseau Top-Ring PPS qui paraît beaucoup mieux que les autres matériaux et traverse bien le temps. La série PPS possède plusieurs certifications pour respecter les normes du marché. Les tubes, raccords et valves de sécurité sont tous enregistrés CRN, aussi appelé numéro d'enregistrement canadien. Cette certification importante est valide dans toutes les provinces canadiennes. Au Canada, toute tuyauterie de plus de 3/4 de pouce de diamètre est soumise à des normes. Au Québec, c'est la RBQ qui détermine celle-ci. Il est essentiel d'utiliser des composants enregistrés pour bâtir un réseau de plus de 20 mm. En plus du CRN, le réseau PPS possède plusieurs autres certifications qui s'affichent à l'écran. C'est ce qui conclut cette formation. Nous espérons que vous avez apprécié et compris l'importance de bien planifier un projet de réseau d'air comprimé. Si vous avez des questions, besoin d'assistance ou de conseils pour vos projets, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous en cliquant sur le bouton situé en bas de la page de formation. Merci André. Merci Hugo!